Bon, je vais reprendre, on va arriver bientôt à la fin. Comme tu as mentionné Terre de Liens, notre prochain apéritif de débat du mois de septembre va être sur la souveraineté alimentaire et avec Terre de Liens, n'est-ce pas? Voilà. Donc, avant de, parce que là, on arrive vers la fin, j'aimerais bien, avant qu'on se sépare, que tu nous dises quelques mots, si on en a parlé un petit peu tout à l'heure en aparté, sur l'autoroute A49 et en particulier sur la façon dont les processus décisionnels se trouvent finalement entravés par le télescopage du pouvoir législatif par rapport au pouvoir judiciaire et par rapport à la démocratie environnementale, si il faut placer le mot là. Voilà. Oui, alors effectivement, je peux faire ça assez rapidement. De quoi il s'agit? L'autoroute A49, c'est un projet d'autoroute entre Toulouse et Castres. Il y a, je ne sais plus combien, 60 ou 80 km, une soixantaine de kilomètres, quelque chose comme ça, sur lequel les habitants de Castres, aussi bien les habitants de base, si je peux dire, qu'un habitant qui a beaucoup fait parler de lui, qui était Pierre Fabre, patron des labos du même nom, disait dès les années 80 ou 90, c'est pas juste, pourquoi n'y a-t-il pas d'autoroute entre Toulouse et Castres alors qu'il y en a entre plein d'autres villes? Nous avons droit à notre autoroute comme tout le monde. Je ne connais pas bien les lieux, enfin quasiment pas même, donc j'ai aucun avis technique sur le sujet. Mais la demande, c'était celle-là. Le gouvernement, à l'époque, je répète, 1990, hein, donc il y a 35 ans, a pris une décision relevant de lui, disant qu'on allait mettre à 2 fois 2 voies la nationale qui rejoint Toulouse à Castres. Décision gouvernementale très classique dans ce genre de situation, qui est prise, actée, tout le monde est content, les habitants locaux disent c'était à peu près notre demande, bon, une nationale à 2 fois 2 voies et une autoroute, c'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble quand même pas mal, voir la Bretagne, donc il faut voir. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est comme Notre-Dame-des-Landes, il ne se passe rien. Pendant 5 ou 6 ans, rien ne se fait. Les locaux commencent à s'énerver en disant mais on nous a promis ça et puis on ne voit rien venir. Qu'en est-il? Pourquoi il ne se passait rien? Parce que mettre une nationale à 2 fois 2 voies, c'est le budget de l'État. Il faut qu'il sorte le coût des travaux. Et déjà à l'époque, comme maintenant, le gouvernement avait de la peine à arrêter ses comptes. Quelqu'un à ce moment-là a une autre idée qui est de dire au lieu de mettre une nationale à 2 fois 2 voies, on peut faire une concession autoroutière. L'intérêt de la concession autoroutière, c'est que le gouvernement n'a rien à débourser. C'est le concessionnaire qui débourse et qui se remboursera sur les péages le moment venu. Donc tout va bien. Simplement, ça coûte plus cher parce que le concessionnaire, il faut bien qu'il vive, donc il veut faire du bénéfice, alors que dans l'autre système, il n'y en a pas. Et surtout, une autoroute concédée, la réglementation prescrit que tout le monde n'est pas obligé de payer le péage et donc il faut garder un autre itinéraire en plus. Donc on a l'autoroute plus une voie correspondant à peu près à la nationale actuelle, alors que dans l'autre cas, on a juste la nationale mise à 2 fois 2 voies. Bon, on part sur la concession, ça se déroule, ça prend du temps. En 2000, je ne vous garantis pas l'année, mais je crois que c'est 2015 ou 2016, il y a une déclaration d'utilité publique qui est prise parce qu'il y a besoin pour le concessionnaire d'acquérir des terrains. Il y a à ce moment-là un avis de l'autorité environnementale qui est rendu, comme moi j'ai été lire, je n'étais plus à l'autorité environnementale à l'époque, mais j'ai lu cet avis. Je l'ai trouvé particulièrement dur en disant ce projet ne tient pas la route, il y a une solution alternative, ça a été dit dès le début, elle est beaucoup moins chère, elle aurait moins d'impact, donc on ne comprend pas pourquoi on prend cette solution qui n'est pas la bonne. L'avis de l'autorité environnementale est consultatif, il n'est pas décisionnel, la DUP est prise. Le projet continue, on arrive en 2023. Autorisation environnementale, donc pour ceux qui connaissent, c'est un degré de précision plus grand, c'est là où on va aller regarder les impacts sur l'eau, sur les espèces protégées et tout ça. 2 avis consultatifs rendus, de nouveau l'autorité environnementale et le Conseil national de la protection de la nature, qui rendent tous les deux des avis très argumentés
est très sévère, disant ce projet n'est pas bon, il y a une solution alternative, les mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts ne sont pas suffisantes, rien ne va, en gros. Même chose, ces deux avis sont consultatifs. L'État, décisionnaire de l'autorisation environnementale, a le droit de s'asseoir sur ces avis. Il le fait. Mais s'il a des juristes, ces juristes peuvent lui dire « Attention, vous avez des chances d'avoir un contentieux, vous avez des chances de perdre ». C'est ce qui se produit. Donc la décision est prise en février 2023, si je me rappelle bien. Contentieux engagé par les opposants en avril 2023. Jugement rendu en février 2025. Ce n'est pas un délai totalement anormal pour le contentieux administratif. Donc, jugement février 2025, la décision d'autorisation environnementale est cassée, annulée. Manque de peau, entre-temps, les 2/3 des travaux ont été faits parce que dès que l'autorisation a été donnée, le concessionnaire, avec l'accord du gouvernement certainement, ou du préfet local, a commencé les travaux. Donc on est maintenant dans une situation où les travaux sont faits, où la décision d'autorisation est annulée. Qu'est-ce qui se passe à ce stade? Là, c'est juste pour comprendre le processus de décision. Le gouvernement fait appel du jugement devant le tribunal administratif. C'est son droit, il n'a rien à dire. Il n'est pas content du jugement, il fait appel. C'est parfaitement régulier. Il fait appel en disant le jugement du tribunal administratif a déclaré que le projet n'était pas d'intérêt public majeur. Derrière ce terme, il y a des conditions qui étaient très argumentées dans le jugement. Vous pouvez, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez aller regarder ça sur Internet. On trouve toutes ces pièces, c'est intéressant à voir. Le jugement lui-même est très intéressant. Donc le gouvernement fait appel, très bien. Enfin, il a le droit. Malheureusement, il fait autre chose, qui est de soutenir une proposition de loi déposée par 2 sénateurs locaux disant il suffit de voter une loi disant que ce projet est d'intérêt public majeur. Et comme ça, quand le projet arrivera en appel, la Cour administrative d'appel ne pourra que dire c'est la loi, le projet est d'intérêt public majeur, nous n'avons plus le choix. Donc l'affaire est classée. Autrement dit, c'est un cas emblématique, qui se voit comme le nez au milieu de la figure, d'une confusion des genres entre le pouvoir exécutif et législatif, en l'occurrence d'accord entre eux, qui s'assoit sur le pouvoir judiciaire, alors que normalement, dans une démocratie, alors les élus disent volontiers à ça, là derrière, ça c'est vraiment une réflexion démocratique par rapport à la question qui était posée tout à l'heure. Les élus disent facilement, là aussi, discours trumpien, moi je suis élu, je suis légitime. Moi je ne suis pas élu, donc je ne m'engage pas là-dessus. Et c'est pas parce que quelqu'un est élu qu'il peut faire abstraction de toutes les lois existantes. Il est élu dans un cadre qui est celui du fonctionnement démocratique. Et le fait de dire, puisqu'on a perdu avec cette règle du jeu, on va changer la règle et comme ça on gagnera, moi, ça me gêne vraiment beaucoup, indépendamment de toute considération sur le fait de savoir s'il fallait faire cette autoroute ou non. Moi, j'ai été vraiment choqué par cette proposition de loi. Alors, la phase suivante est à peu près aussi choquante, c'est que la proposition de loi, donc, elle a été déposée par 2 sénateurs, elle a été votée en premier au Sénat. Ça se produit, les textes de loi, ils peuvent commencer soit par l'Assemblée, soit par le Sénat. Celui-là a commencé par le Sénat. Il a été voté à une très grande majorité au Sénat. Il arrive ensuite à l'Assemblée, et à l'Assemblée, plusieurs partis, dont le Parti Socialiste, LFI, les écolos, peut-être une partie du groupe dit central, ont dit mais attendez, s'asseoir sur une décision de justice en modifiant la loi, c'est pas terrible. Donc ils ont déposé une cargaison d'amendements pour planter la proposition de loi. Les élus qui avaient déposé la proposition de loi ont fait voter eux-mêmes une motion de rejet pour qu'il n'y ait pas de débat à l'Assemblée, sachant que dans cette hypothèse de motion de rejet, c'est le texte du Sénat qui reste valable et qui passe directement en commission mixte paritaire où il a toutes les chances d'être voté.
Donc voilà, moi je dis, je suis citoyen de base, j'habite pas à Castres. Peut-être que si j'habitais Castres et si je devais aller à Toulouse tous les jours, je dirais ce serait vachement bien d'avoir cette autoroute. Je ne sais pas. Mais honnêtement, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'en tant que citoyen, faire un truc comme ça oblige à être extrêmement prudent et modéré dans les critiques qu'on fait à Donald Trump. Hein, parce que c'est la même chose.